par Béatrice Vesgou en qualité de juriste. Béatrice Vesgou est avocat et elle est la vice-présidente de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine. Donc c'est vous dire, et je dirais que c'est un chantre de l'intérêt de l'enfant. Donc je pense qu'elle va avoir des tas de choses à nous raconter sur ce problème. Béatrice. Merci Catherine. En introduction de ce propos, je voudrais remercier tout particulièrement Joséphine Tillet et Alice Neuberger qui sont stagiaires à mon cabinet et qui ont porté le regard de leur jeunesse et leur travail sur l'exposé qui va être le mien. Et je pense que ce regard jeune a incontestablement porté ses fruits dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors d'abord, je crois qu'on peut dire que la maternité de substitution, c'est une aide à la procréation, mais ce n'en est pas une comme les autres. Ce n'en est pas une comme les autres parce qu'elle choque. Elle choque au nom du fait que l'on ne vend ni ne prête son corps. Et puis surtout, et aussi parce qu'elle est totalement contraire à un principe fondamental de notre droit de la filiation, qui est d'ailleurs un principe répandu dans d'autres pays d'Europe, c'est-à-dire que l'on est né de la mère dont on a accouché. Votre mère, c'est celle dont vous êtes accouché. Et notre loi prévoit que si vous voulez prouver la maternité de votre mère, vous devez prouver qu'elle a accouché de vous. Et si vous voulez contester la maternité de votre mère, il vous suffit de démontrer qu'elle n'a pas accouché de vous. Alors pourtant, malgré ce principe fondateur de notre droit de la filiation, encore réaffirmé très très récemment dans la nouvelle loi sur la filiation, eh bien, il y a une réalité sociale. Il y a une réalité sociale parce qu'il y a des maternités de substitution qui se font plutôt à l'étranger, il faut bien le dire, et il y a une revendication sociale, revendication qui n'est d'ailleurs pas exclusivement réservée à des femmes qui n'ont pas la capacité physique de porter un enfant, mais qui sont revendiquées par de tas d'autres personnes de notre société, notamment évidemment les couples homosexuels. Donc comment le droit français, face à cette revendication, va-t-il traiter cette difficulté ? Comment l'a-t-on traité à l'étranger? Ça sera ma deuxième partie. Et puis en troisième partie, pour ouvrir la discussion, quelles sont les pistes d'évolution pour la France qui va devoir se poser les questions très rapidement. Alors d'abord l'analyse de notre droit en France. J'ai trouvé un titre qui me paraissait assez bien convenir et résumer la situation. Nous avons une prohibition de principe extrêmement forte, mais qui est malmenée à la fois en droit et en fait. La prohibition est très forte. Elle est très forte d'abord parce que la maternité de substitution, tous ceux qui participent à la maternité de substitution sont passibles de peines et de sanctions pénales. Donc le droit pénal est intervenu pour sanctionner. Nous avons d'abord les sanctions qui sont pour les parents commanditaires, pour la mère de substitution, pour les intermédiaires, sanctions qui vont de 6 mois à 1 an de prison. Et puis nous avons des sanctions extrêmement lourdes pour le corps médical qui participe à la maternité de substitution, puisque les sanctions vont de 5 ans de prison à 10 ans d'interdiction d'exercice et à la suppression de tous les agréments qu'ont les médecins pour pratiquer l'aide médicale à la procréation. Donc des sanctions juridiques pénales extrêmement lourde, avec malgré tout une efficacité assez douteuse, d'abord parce que finalement aujourd'hui on constate, alors ça a une efficacité assez grande sur le territoire français, parce qu'effectivement, il y a très peu de jurisprudence sur des condamnations pénales, parce qu'il y a eu très peu de faits réels en France, mais une efficacité extrêmement atténuée sur les maternités de substitution créées à l'étranger. Pourquoi? Parce que, et c'est le tribunal de Créteil, dans une décision très commentée, qui a effectivement dit que l'on ne pouvait pas condamner pénalement en France des gens qui avaient commis un acte qualifié de délit en France, mais pas qualifié de délit à l'endroit où ils l'avaient réalisé. Et donc, par cette notion d'ordre public atténué, par cette notion aussi de réciprocité, d'incapacité de ne pas reconnaître la légalité d'un acte à l'étranger par notre pays, eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'on a une difficulté à sanctionner pénalement les personnes qui ont participé à une maternité de substitution à l'étranger dans un pays où elle est légale. À côté de ces mécanismes pénaux assez classiques, on a des mécanismes civils qui sont des mécanismes de dissuasion très forts.
Le principe de la prohibition, il est inscrit en déclinement, si je puis dire, ou en déclinaison de l'article 16 du Code civil qui parle du respect et de la dignité humaine. On voit donc bien que le fondement de la prohibition vient du fait qu'on ne peut pas prêter son corps. Eh bien, l'article 16.7 et l'article 16.9 du Code civil prohibent toute convention, plus exactement, disent que toute convention relative à une maternité de substitution est nulle, de nullité absolue, nullité d'ordre public. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a l'impression qu'on est complètement protégé, mais qu'est-ce que ça veut dire, la nullité de la convention in concreto? Eh bien, ça veut dire simplement que l'on ne peut pas forcer l'exécution d'une convention. C'est-à-dire que la convention qui pourrait être passée entre la mère et les parents commanditaires, eh bien, pourrait ne pas être exécutée du fait de l'un des deux et que l'autre partie ne pourrait pas forcer cette exécution. Et donc, la mère de substitution, effectivement, reste la vraie mère si elle le veut, et les parents, qui sont des parents commanditaires à qui on remet l'enfant, pourraient, par exemple, ne pas en payer le prix convenu. Ce n'est peut-être pas une dissuasion suffisante. Et puis, même en cas d'exécution volontaire. Alors, effectivement, on est dans le cas idéal, la convention nulle, c'est tout de même exécutée. Et comment est-ce que le mécanisme, à ce moment-là, va fonctionner? Bien, le mécanisme de principe, c'est que l'on va interdire à cette convention de produire des effets. Et donc, on va interdire de matérialiser juridiquement le lien de filiation entre les parents commanditaires, plus exactement la mère commanditaire, puisque nous allons nous situer dans une hypothèse où le père est bien le père biologique. La mère commanditaire ne va pas pouvoir établir le lien de filiation avec l'enfant. La jurisprudence a été extrêmement ferme. À chaque fois qu'elle a pu identifier une mère de substitution, une opération de mère de substitution, à chaque fois, elle a refusé l'adoption, l'adoption simple, la déclaration de filiation par la possession d'État, c'est-à-dire la vie de l'enfant dans la famille commanditaire, et la reconnaissance par la mère. Tous ces mécanismes, je dirais, de détournement permettant d'établir la filiation ont été violemment sanctionnés par la jurisprudence. Et puis, jusqu'à un arrêt d'octobre 2007, qui va beaucoup faire parler de lui, eh bien, on interdit la transcription d'un acte de filiation établi à l'étranger. On interdit cette transcription dans l'ordre public français, c'est-à-dire à l'état civil français. Donc voilà des parents commanditaires qui sont effectivement les parents d'un enfant à l'étranger, sur les registres de l'étranger. Eh bien, ils ne pourront pas faire valider ce lien de filiation en France, en tout cas pour ce qui concerne la mère. Et là, vous allez voir évidemment tout de suite que ces entraves qui sont là pour renforcer l'interdiction et la prohibition, pour permettre son exécution, eh bien, elles ont un inconvénient majeur, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de l'intérêt de l'enfant né. Et donc, on se retrouve, si l'on applique cette prohibition, dans une convention qui s'est exécutée, d'un enfant chez une mère de substitution qui n'en voulait pas, avec un père commanditaire, qui reste le père, mais qui a une épouse ou qui a une compagne dépossédée de sa, entre guillemets, commande. Ou alors on a des enfants chez des parents commanditaires sans aucun lien de filiation établi entre la mère et l'enfant. Et donc qu'arrive-t-il en cas, par exemple, de décès du père? L'enfant se retrouve sans aucun lien de filiation. Cette prise de conscience de cette, finalement, absurdité lorsque l'on aboutit à l'application complète du mécanisme nous a amené à prendre en compte la notion d'intérêt de l'enfant et amène aujourd'hui, et c'est là la notion, lorsque je dis que cette prohibition est malmenée, elle est malmenée par la notion de l'intérêt de l'enfant. Cette toute-puissance de la notion de l'intérêt de l'enfant, elle nous vient de très haut, elle nous vient de l'international, elle nous vient principalement de la Convention de New York. Et vous savez qu'en France, le droit international, l'adhésion à nos conventions est d'application d'abord directe et surtout est une loi supérieure à la loi nationale. La Convention de New York, dans son article 3.1, nous dit que dans les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organismes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. Application directe en France, application très 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 fréquente par la jurisprudence dans des tas de domaines, notamment principalement l'autorité parentale. Alors comment effectivement cette notion va-t-elle entraver la prohibition ?
Eh bien d'abord, on en a vu des traces dans certaines décisions de jurisprudence où on a voulu rattacher à minima l'enfant à la mère commanditaire. On a fait des délégations d'autorité parentale. On a permis un certain nombre de liens qui puissent se créer et qui puissent être opposables aux tiers. Mais j'allais dire, tout ça, c'est un petit peu quelque chose pour arranger une situation. C'est quelque chose qui ne satisfait pas complètement l'intérêt de l'enfant. Et nous arrivons à ce fameux arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 octobre 2007, arrêt qui a été rendu dans une situation assez classique où un enfant naît en Californie, cet enfant a un lien de filiation établi en Californie avec les parents commanditaires et les parents commanditaires essayent de faire transcrire cet acte en France. Alors le parquet a d'abord demandé l'inscription pour demander son annulation, pour bien faire juger qu'il n'était pas possible d'établir le lien de filiation en France à l'état civil. Et la Cour d'appel de Paris a, par un moyen technique, rejeté cette demande et permis l'inscription. Le moyen technique n'est pas très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que la Cour d'appel, qui avait ce moyen technique, ajoute dans sa décision que de toute façon, elle n'aurait pas rejeté la transcription au nom de l'intérêt de l'enfant, parce que l'intérêt de l'enfant nécessite que le lien de filiation soit établi. Donc on voit bien la force de cette décision, puisque la Cour d'appel n'avait pas besoin de cette notion pour permettre le lien de filiation et pour permettre qu'il s'instaure. Eh bien, elle a été la chercher, cette notion d'intérêt de l'enfant, pour l'inscrire dans sa décision. Donc aujourd'hui, la situation française est laquelle? C'est que nous avons une validité des jugements et des actes étrangers pour les maternités de substitution qui ont été réalisées à l'étranger. Alors, je le dis avec un peu de réserve parce que effectivement, c'est une extrapolation de la jurisprudence. Il faut que la jurisprudence se confirme. Mais enfin, on voit bien que la tendance de cette jurisprudence est bien celle-là et que l'intérêt de l'enfant va permettre la transcription de ces liens de filiation. Et donc, on peut dire que, de mon point de vue, en France, la prohibition absolue de la maternité de substitution est un peu du passé. En tout cas, pour les maternités de substitution réalisées à l'étranger. Justement, l'étranger. Un tour extrêmement rapide, mais c'est important de voir un tout petit peu ce qui se passe. Alors d'abord, il n'y a pas que la France qui soit un pays conservateur, pardonnez-moi, mais nous sommes un certain nombre de pays en Europe à avoir inscrit une prohibition de principe à la maternité de substitution. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suisse. C'est juste des exemples. Ce sont des mécanismes extrêmement semblables aux mécanismes français et il n'y a pas de perspective d'évolution dans ces pays, en tout cas pas de perspective qui se dessine de manière claire. On a ensuite des pays, j'allais dire, intermédiaires qui utilisent des mécanismes de dissuasion, mais il n'y a pas de prohibition absolue. Donc en réalité, on essaye d'entraver ces opérations, mais finalement, on ne les interdit pas. Il y a notamment la Belgique, le Danemark et le Pays-Bas. Alors, ces pays connaissent tout de même la même règle de filiation que la nôtre, c'est-à-dire la règle selon laquelle la mère est celle qui a accouché de l'enfant. Mais il y a également des dispositions qu'on interprète à contrario. Par exemple, au Danemark, on dit que la convention de mère de substitution lucrative est interdite, ce qui veut dire à contrario que lorsqu'elle n'est pas lucrative, elle peut être permise. Et puis, il y a quand même toujours dans ces pays des sanctions pour les intermédiaires, c'est-à-dire les personnes qui mettent en relation les mères de substitution et les commanditaires. Je voudrais juste signaler une indication de la commission consultative de bioéthique belge qui s'est déclarée favorable pour l'introduction d'une déclaration de pré-adoption, c'est-à-dire donc dans le cadre d'une légalisation de la maternité de substitution, qui serait subordonnée à une déclaration de pré-adoption, bien sûr en renforçant l'idée qu'on ne peut pas être dans une notion de commerce, donc aucune rémunération. Donc les deux points, si je puis dire, intéressants que nous avons relevés de cette commission, c'est ces deux points, l'idée qu'on fait une déclaration de préadoption et l'idée qu'il y a surtout l'interdiction de tout bénéfice en quelque sorte sur cette opération. Alors, ce qui est intéressant, c'est les pays qui ont effectivement admis
la gestation pour autrui. Certains l'ont admis implicitement, notamment le Canada, à l'exception, je crois, du Québec. Et puis, certains l'ont admis de manière complètement explicite, ont affronté la difficulté, et ce sont principalement le Royaume-Uni et la Grèce, dont vous avez parlé, qui a effectivement une législation extrêmement intéressante. Les États-Unis, nous le savons, simplement, les États-Unis tous les États n'ont pas admis la maternité de substitution, et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des différences entre les États. Il y a des États dans lesquels la maternité de substitution se réalise sans intervention judiciaire de manière extrêmement libérale. Donc je m'attacherai surtout au Royaume-Uni, Grèce, qui sont vraiment deux exemples extrêmement intéressants. Le Royaume-Uni, c'est très ancien, 1990. Et la technique est finalement une technique extrêmement comparable à la technique de l'adoption, puisque en réalité la mère gestatrice, c'est-à-dire la mère porteuse, est inscrite sur l'état civil, et que 6 mois plus tard, donc on laisse un temps se dérouler, 6 mois plus tard, il y a une intervention judiciaire avec un parental order qui effectivement vérifie que la convention initiale a été exécutée et que donc on peut réaliser à ce moment-là l'opération de transfert de filiation entre la mère gestatrice et la mère commanditaire. Parmi les conditions, ce qui n'est pas complètement inintéressant, le père doit être le mari, c'est-à-dire qu'en réalité, les parents commanditaires doivent être mariés. La Grèce a pris un autre parti, mais sur un principe identique, c'est-à-dire la nécessité d'une intervention judiciaire. Et pour la Grèce, l'idée, c'est que la déclaration judiciaire, plus exactement l'intervention judiciaire, est préalable à la convention. Et là, dans cette hypothèse, comme l'intervention judiciaire est préalable, évidemment, l'état civil porte immédiatement le nom de la mère commanditaire. Donc, il n'y a pas ce passage entre la mère gestatrice et la mère commanditaire sur l'état civil. Parmi les conditions, et c'est extrêmement intéressant, je crois que vous en avez dit un mot, parmi les conditions en Grèce, il y a l'interdiction que la mère porteuse donne ses ovules. C'est-à-dire qu'on veut effectivement nécessairement détacher la filiation biologique au sens biologique du terme de la mère porteuse qui n'est vraiment que, entre guillemets, un utérus porteur. Voilà les situations étrangères. Alors, une fois que l'on compare la situation française, finalement, pas très satisfaisante, certaines des situations étrangères, quelles sont les perspectives d'évolution? D'abord, il faut savoir qu'en France, nous avons effectivement créé en décembre 2007 un groupe de travail qui envisage les possibilités d'introduire une forme de légalisation de la mère de substitution. Nous n'avons pas d'indication sur l'état de ces travaux, mais en tout cas, il y a une commission parlementaire qui réfléchit là-dessus. De mon point de vue, il y a deux possibilités, deux pistes assez différentes, dont l'une est plutôt d'inspiration, j'allais dire, de droit civil, et l'autre plutôt d'inspiration de common law, bien que la common law ait voulu réglementer la maternité de substitution. La première piste, de mon point de vue, c'est effectivement une piste de légalisation de la maternité de substitution avec un encadrement extrêmement strict. Un des éléments qui milite considérablement pour cette solution, c'est l'idée que toutes les causes d'infertilité doivent être traitées de la même manière. Et on a bien vu dans l'exposé du professeur Debrec combien l'idée que la mère porteuse est la seule solution dans certains cas d'infertilité est une idée extrêmement forte. Alors, les conditions strictes, je vous les livre en vrac. Elles feront partie de notre discussion, mais on les voit bien au travers des différentes législations. D'abord, la nécessité. Donc, il faut que ce soit lié exclusivement à l'infertilité. Question, est-ce qu'on ouvre cette maternité de substitution à d'autres revendications qui, là, ne sont plus des revendications, je dirais, pour des causes médicales. Un des éléments qui est absolument commun à toutes les législations qui ont validé, c'est la nécessité d'une gratuité et simplement une possibilité d'indemnisation, mais en tout cas la nécessité d'une gratuité. La force des liens du couple commanditaire. L'interdiction que l'on utilise les gamètes de la mère porteuse, voire que l'on utilise d'autres gamètes que celles du couple commanditaire. La domiciliation de la maternité de substitution, de la mère de substitution, en France. Et alors ça, c'est inspiré de certaines législations qui ont voulu lutter contre le tourisme procréatif.
l'autorisation judiciaire, donc l'intervention du juge, et puis, vous en avez également parlé tout à l'heure, le suivi psychologique à telles ou telles étapes de l'opération. Alors, si on était dans cette perspective, je dirais qu'à ce moment-là, ça permettrait, à l'inverse, une totale sévérité dans les cas qui ne rentreraient pas dans les conditions strictes que la loi aurait inscrites et permettrait également de refuser à ce moment-là d'accepter en France que produisent des effets des maternités de substitution créées dans d'autres conditions à l'étranger. Simplement, ça nécessiterait quand même que l'on modifie quelque peu notre ordonnance, bientôt loi sur la filiation, et puis que l'on précise certaines règles de DIP. Je rappelle qu'en matière de droit international privé, la loi de la filiation est la loi de la mère. Alors, qui est la mère ? Donc, c'est un peu... La deuxième piste, en dehors de la légalisation, donc de l'introduction dans notre droit d'une réglementation de cette opération, eh bien, il y aurait simplement le maintien de l'actuelle prohibition avec une espèce de structuration de la jurisprudence actuelle qui accepterait les situations de fait. Je dirais que ce serait à la carte pour le juge la possibilité de valider les, ouvrez les guillemets, bonnes maternités de substitution. Cette piste serait bien évidemment sur les deux points qu'on a vus actuellement en cours, c'est-à-dire la reconnaissance en France de situations créées à l'étranger, avec la critique évidente que l'on avait eue à l'époque pour l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire une médecine ou une maternité de substitution à deux vitesses, ceux qui peuvent voyager, ceux qui ne peuvent pas voyager. Et puis sinon, la reconnaissance du lien de filiation a posteriori, lorsqu'on aura passé toutes les étapes de la prohibition, au nom de l'intérêt de l'enfant. Et les outils ne manquent pas. Il y a toute une série de possibilités juridiques, notamment la notion de possession d'État, qui est une notion très forte en droit français, puisque si vous établissez la possession d'État entre un parent, enfin entre une personne et un enfant, vous créez le lien de filiation sous des conditions de durée. De toute façon, je dirais, quelle que soit la piste envisagée, je pense que la France devra se poser la question, bien sûr, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment, bien sûr, la jurisprudence relative à l'intérêt de l'enfant, mais pas seulement celle-là, également celle relative à l'article 8 de la Convention sur le droit au respect de sa vie privée et familiale. Au nom de cette notion, on a effectivement permis beaucoup de choses et il y a une récente application qui a fait bruit en France, qui est effectivement la condamnation de la France pour n'avoir pas accepté l'adoption par une personne seule d'un enfant au motif à peine avoué de son homosexualité. Donc on voit bien comment en réalité cette notion de respect de la vie privée et familiale va pouvoir jouer sur la validation a posteriori d'une maternité de substitution et d'une situation créée de fait. Alors en conclusion, je voudrais juste vous livrer quelques pistes de réflexion pour nous diriger ensuite vers ces deux alternatives, ces deux branches d'une alternative d'évolution de la législation française. Je pense qu'il y a d'abord des pistes de réflexion purement intellectuelles. Si l'on dit que la société, notre société est là pour gérer des conflits d'intérêts, eh bien je crois que la maternité de substitution est un bel exemple de ce conflit d'intérêts. C'est un bel exemple de conflit d'intérêts entre la revendication de certains enfants et de certains parents que ce soit le lien biologique qui soit le plus fort et la revendication d'enfants sans aucun lien biologique ou avec des liens biologiques réduits. Je pense qu'on a également quelques problématiques scientifiques, j'en dirai très peu parce que ce n'est pas du tout mon domaine, mais il me semble, et j'ai entendu ce matin, que tout n'est pas dans nos gènes et que le fait d'être dans l'utérus d'une femme crée des caractéristiques à votre personnalité. Et donc, je pense que c'est quand même une des questions, quelle va être l'influence de la mère porteuse sur le développement de l'enfant. J'ai également entendu que le fœtus, et c'est toujours dans la même perspective, dans le même questionnement, tisse des liens par l'utérus avec la mère qui le porte.
Et puis, il y a plus généralement des questions sociales, morales, plus concrètes, je dirais. Vous avez parlé tout à l'heure de la solidarité sociale, effectivement. Est-ce que ce n'est pas un assez bel exemple de solidarité sociale que cette femme qui accepte de porter l'enfant d'une autre ? Et puis, il y a une réalité sociale que nous ne pouvons pas négliger, avec des conséquences que nous ne pouvons pas ne pas réglementer, à cause, bien évidemment, de la légalité dans d'autres pays, mais aussi de la volonté réelle de nos citoyens, de nos concitoyens, de faire ces enfants. Et puis nous avons les nécessités de savoir comment nous plaçons ces enfants. On a vu enfants de personnes, et effectivement, alors c'est pas complètement vrai parce qu'il y a un père, mais c'est enfant sans mère. L'enfant d'une mère de substitution peut se retrouver en France, un enfant sans mère. Alors, dans l'autre sens, je dirais, on a quand même des questionnements terribles. Vous avez parlé ce matin des conflits fœto-maternels, je crois que je ne traduis pas. Évidemment, comment va-t-on résoudre ce conflit fœto-maternel avec une mère de substitution ? Comment va-t-on gérer ou réglementer le sort, la filiation, l'éducation d'un enfant qui naîtra handicapé, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, comment on va protéger le fœtus de la mère de substitution. On a évoqué tout à l'heure cette notion de l'idée qu'il fallait éventuellement, peut-être, protéger un fœtus de sa mère. Je pense que la question prend encore une dimension supplémentaire s'il s'agit d'une mère de substitution. Alors, enfin, je voudrais dire, en conclusion de mon intervention, que les progrès de la science sont tels que nous ne sommes pas prêts de ne pas nous poser de questions et nous ne sommes pas prêts de ne pas être bouleversés par des situations. Et je voudrais livrer aussi à votre réflexion cette situation qui, moi, personnellement, m'a bouleversée, dont je ne suis pas complètement remise, de cette image vue sur Internet de l'homme mère porteur.